Bien le bonjour les amigos, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement faire ma critique de Spider-Man No Way Home. Alors que vaut le film qui a dépassé le milliard au box-office et même Avengers Infinity War quand même. Deuxième trilogie de Spider-Man mais troisième franchise de l'Homme Araignée. C'est la suite directe de Far From Home, je ne vous apprends rien. Alors avant toute chose, il faut bien savoir que cette vidéo sera avec des spoilers. J'ai quand même attendu un mois avant de la faire pour être sûr que je ne spoil personne et comme ça tout le monde peut regarder cette vidéo tranquillement. Et on va quand même voir si ce présupposé film de l'année 2021 remplit vraiment toutes les cases. Et on va voir ça dans ma critique de Spider-Man No Way Home. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Pour partir du gros, pour finir pour le plus précis, j'ai trouvé que c'est un très bon film qui, bon, bien évidemment, il fonctionne grâce au fanservice. Hein. Spider-Man No Way Home sans le fanservice, un moins bon film, voire un moyen d'ailleurs. Mais en tant que fan de Spider-Man, j'ai pris mon pied, c'était excellent, bien évidemment. Je vais essayer de revenir point par point sur les éléments importants. Déjà, une petite déception au niveau de Doctor Strange, quand même, où je pense que tout le monde l'attendait à un meilleur niveau que de se faire battre par un mec qui est fort en maths. J'ai pas vraiment aimé comment ils ont traité Doctor Strange, d'autant plus que c'est quand même un héros qui, dans les années à venir, va devenir de plus en plus important, je pense, dans le MCU, vu ce qu'ils veulent en faire. Et c'est vrai que là, la scène quand même du combat entre Spider-Man et Doctor Strange, j'étais en mode, il se fait défoncer par des maths, là, quand même, hein. C'est quand même le sorcier suprême, enfin, l'ancien sorcier suprême. Respectez-le, quoi, à un moment, hein. Dans Avengers Endgame, c'est lui qui doit arrêter le tsunami, là. Maintenant, c'est lui, il se fait enfermer dans une dimension, là. Respectez-le, à un moment. C'est un sorcier, quand même. C'est pas rien. Mais en même temps, c'est ce qui sert à l'histoire, à ce que Doctor Strange ne défonce pas littéralement tous les vilains. Mais par contre, en vrai, le truc de Spider-Man qui a l'idée directement, après avoir vu un truc qui est collé au plafond, je sais même pas ce que c'est, de sorcier, d'aller voir Doctor Strange pour lui demander s'il a pas une idée. Je trouvais ça plutôt original, honnêtement. C'est vrai que la première chose qu'on peut remarquer, c'est autant l'évolution de Spider-Man que surtout, même principalement l'évolution de Peter Parker. Là où au début de Homecoming, c'était un garçon qui pensait qu'il n'était rien sur son costume, qu'il était à chaque fois aidé, là, il va devoir se démerder un peu, et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un Spider-Man qui vraiment, à un moment, il est seul face à lui-même et il se rend compte de ce qu'il fait. Donc les méchants, parce qu'il faut quand même en parler bien évidemment, on a de l'Électro, on a de l'Homme Sable, on a le Bouffon Vert, Docteur Octopus et le Lézard. Je vais pas vous mentir, l'Homme Sable et le Lézard, ils servent à rien. Non mais de A à Z dans le film, ils servent à rien. On aurait pu les effacer complètement, ça n'aurait rien changé à l'histoire. Par contre, si on veut parler des méchants, on est obligé, je pense, de parler du Bouffon Vert et notamment de l'interprétation géniale que nous a fourni William Dafoe à travers son jeu d'acteur fou. Et ça fait du bien d'avoir un méchant comme ça qui il veut juste le chaos en fait. Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal aussi des méchants qui ont toute une idéologie derrière, toute une pensée. On pense notamment d'ailleurs à Thanos qui avait des convictions derrière son claquement de doigts. Là, il veut juste le chaos et ça fait du bien. Un méchant, vraiment, il fait peur. Mais je pense qu'il y a une scène qui vous revient forcément à l'esprit, c'est quand ils sont dans l'appartement du petit ami de Tante May, j'ai oublié son nom, et où Spider-Man littéralement met des coups, fracasse le Bouffon Vert, et il rigole. Mais cette scène, quand je l'ai vue, mais ça m'a fait... C'est tellement bien, c'est vraiment un méchant, il fait peur. Tu tombes face à lui dans la vraie vie, tu fuis. Et juste le fait qu'il rigole quand il se fait marave sa gueule, ça montre à quel point c'est un malade mental dans sa tête. Et le fait que ce soit quand même un malade mental dans sa tête, mais que Spider-Man veut quand même essayer de les sauver, c'est ça Spider-Man, c'est ça l'essence même. Il pourrait aller les tuer directement, il pourrait appuyer sur le bouton là du cube magique là pour les renvoyer dans leur dimension et qu'ils meurent. Mais il veut les sauver. Et enfin, merci, une tante May qui sert à quelque chose. Enfin, une tante May qui fait des vraies actions, qui donne des vrais conseils. C'est une tante May tout simplement qui donne les valeurs que Spider-Man devrait avoir. C'est vrai que ça fait du bien parce que c'est ça Spider-Man en fait. C'est ça qui fait que Spider-Man c'est un héros
comme... en fait, Spider-Man, c'est le plus humain des héros, c'est celui qui, même quand il n'y a plus d'espoir, il veut quand même y croire, parce que, bordel, on a tous le droit à une seconde chance quand même. Et c'est ça Spider-Man, c'est le truc de « je te tuerai jamais et j'essaierai toujours de te tendre la main, même s'il se passe quoi que ce soit ». C'est magnifique de voir ça, de voir cette pensée-là que peut avoir Spider-Man tout au long du film, qui change d'ailleurs. Hein. Mais c'est ça, un super-héros aussi, c'est quelqu'un qui doute. Et c'est pour ça que Spider-Man c'est le plus humain en fait de tous les héros, c'est parce qu'il doute. Et les conseils qu'on lui donne, ça vient de sa petite amie, de son meilleur ami, de sa tante. Voilà. On avait déjà vu ça un petit peu dans le trailer, il y a des scènes qui sont magnifiques, hein, notamment la mort de Tante May. Je vais peut-être un petit peu vite là quand même au niveau du film, mais j'aimerais directement en parler parce que c'est choquant. On voit enfin, j'ai envie de dire heureusement, finalement on voit la mort de Tante May. Enfin on voit la mort de Tante May, bordel, ils avaient osé faire ça dans le jeu mais jamais dans les films. Bordel, il le fallait. Fallait à un moment que ce Spider-Man là il grandisse. Alors oui, on peut me dire qu'il a déjà perdu Tony Stark, alias Iron Man, mais là c'est ce qui fait Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme l'avait dit Tante May juste avant sa mort. On voit vraiment un Spider-Man qui est affecté, touché, qui est prêt à tout lâcher, il en a marre, il est exténué. Et c'est vrai que de voir cet aspect-là d'un super-héros, c'est rare, mais ça fait du bien. Encore une fois, je le dis et je le redis, mais c'est tellement vrai. C'est ce dont on avait besoin. D'ailleurs, en parlant de super-héros, on a une petite apparition furtive de Matt Murdock, alias Daredevil. C'est du bonus, très clairement, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais voilà, c'est cool d'avoir un caméo de cette grandeur-là dans Spider-Man. Et en même temps, ça veut quand même dire que Daredevil est dans le MCU quand même, hein. C'est quand même pas rien. Donc peut-être qu'à l'avenir on pourrait avoir du Daredevil X Spider-Man, qui d'ailleurs dans les comics est arrivé plus d'une fois. Et franchement j'ai hâte de voir ça, si vraiment on peut assister à ça, il faut tenter, il faut oser Marvel. Après je trouvais ça un petit peu dommage, l'utilisation de certains méchants, encore une fois, au début à la scène du pont avec... un Docteur Octopus qui il se fait presque humilier. Il y a un petit peu de nanotech, et c'est bon, le combat est fini, il bouge plus pendant 48 heures, lui, il est comme ça là, respectez-le. Mais après l'utilisation du bouffon vert, elle est excellente encore une fois, on voit son apparition avec la bombe et lui de loin, c'est très très bien ça d'ailleurs. La vraie bonne chose qu'ils ont vraiment réussi avec le bouffon vert, c'est qu'ils ont enfin cassé son casque, on a pu voir l'interprétation extraordinaire de William Dafoe, qui, alors que ça fait 20 ans qu'il n'a pas fait ce rôle, il le réinterprète, et encore une fois d'une manière magnifique. Et cette dualité entre Norman Osborn et le bouffon vert, c'est ça qui fait l'âme de ce personnage, qu'il est tiraillé littéralement entre deux personnalités. Une personnalité qui veut que le bien, qui ne désire que ça, qui c'est un multimilliardaire et il veut essayer de faire du bien à ses proches. À l'inverse, on a un psychopathe fou malade qui, alors qu'il vient d'arriver dans une autre dimension, il veut le chaos absolu. Et il veut détruire Spider-Man, c'est ça qu'il veut. Il veut même pas le détruire physiquement, il veut le briser psychologiquement. Parce qu'un Spider-Man qui est brisé psychologiquement, c'est un Spider-Man qui est capable de tuer. Un Spider-Man qui tue, c'est un Spider-Man qui perd. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même aussi dire que Tom Holland dans ce film est excellent. Quand on le voit devant Tante May en train de mourir, il a un jeu d'acteur qui est juste fou. Et même... après, dans la scène où il est sur un toit et il raconte ce qui vient de se passer, on sent qu'il est touché, mais tellement profondément, et même à la toute fin, je vais directement passer à la fin, mais je vais revenir après, quand il est en 1v1 face au bouffon vert, il a la possibilité de le tuer, son regard, il a un regard qui est tellement noir, tellement noir. Tom Holland est un magnifique acteur, qu'on le veuille ou non. Il a saisi le rôle de Spider-Man. Il a été beaucoup critiqué à ses débuts parce que un petit peu trop enfantin, un petit peu pas assez mature, et en fait c'est normal, c'était les premiers films. Il fallait débuter par ça pour finir par cette apothéose entre guillemets. Par contre, il y a quand même pas mal de facilités scénaristiques, genre Ned qui ouvre des portails comme ça, d'un coup. Je sais que Dr. Strange lui a pris plusieurs mois, mais Dr. Strange en vrai c'est compréhensible qu'il prenne plusieurs mois à apprendre à faire des portails, parce que déjà lui, il avait un accident des mains, et surtout il croyait pas du tout en la magie, alors que Ned, lui, on l'a vu dans le film, il dit que la magie ça fait partie de sa famille, et Dr. Strange d'ailleurs qui le recale un peu en lui disant bah va voir un médecin, ça a des picotements dans les mains. C'est-à-dire que lui déjà il y croit, donc il a plus de chances d'ouvrir des portails, et c'est vrai que c'est un petit peu simple et qu'en 2 secondes il apprend ça, mais j'ai envie de vous dire tant mieux parce que ça nous a apporté 2 très très belles scènes.
hein. Et moi, quand j'étais au cinéma et que Ned ouvre le portail et qu'on voit un Spider-Man de loin, honnêtement, moi, j'ai directement reconnu et j'étais tranquillement dans mon siège de cinéma et j'ai réagi comme ça. C'était ça, en fait, ma réaction. Genre, tout le cinéma était en mode « Attends, vraiment là? C'est ce qui est en train de se passer ?» Parce qu'ils arrivent, je crois, pour les 45 dernières minutes du film. Hein. Il y a vraiment 2 parties dans le film. Hein. C'est ça qui est fou, c'est qu'à un moment, moi, j'ai quand même cessé d'y croire aux 3 Spider-Man réunis, bordel. Mais quand tu vois le costume d'Andrew Garfield qui est svelte, qui est quand même grand et fin, mais je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, ils l'ont fait en fait. Andrew Garfield, ce menteur absolu, il a menti sur toutes les chaînes télé, sur toutes les interviews en disant qu'il était pas là. Et heureusement, il a fait ça en vrai, parce qu'il y a eu une ambiance à ce moment-là, tellement de personnes ont crié, j'étais le premier aussi à crier, en mode, mais quoi, mais comment c'est possible? Et il arrive et il est en mode Spider-Man. Et Andrew Garfield, merci de nous avoir menti. Et puis après, il y a Tobey Maguire qui arrive tranquille, chill, en mode Peter Parker. D'ailleurs, c'est marrant ce truc de Andrew Garfield, il arrive en mode Spider-Man et Tobey Maguire qui arrive en mode Peter Parker. Ça montre aussi, je sais pas si c'est un message caché en mode le Spider-Man d'Andrew Garfield, lui, sa vie, il a pas le temps pour faire autre chose, c'est vraiment Spider-Man, alors que Tobey Maguire, lui, il a trouvé un certain équilibre, il est avec MJ, il a son job à côté, et en même temps il est Spider-Man, là où Andrew Garfield, puis la mort de Gwen, un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, on a vu un Andrew Garfield, j'ai même pas les mots, en fait, tellement dans ce film, il est touchant, il est drôle, il incarne l'essence même de Spider-Man, et c'est marrant parce que c'est un petit peu lui, c'est ni le petit frère ni le grand frère, c'est le frère entre les deux et il est en mode qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il a quand même quelque chose à apporter, notamment la scène du toit là où Tom Holland, je vais dire les noms des acteurs hein, pour que vous puissiez savoir de qui je parle quand même. Quand Tom Holland il fait son discours de elle est morte et tout, je vais les renvoyer chez eux et après si vous voulez tuez-les. Lui, en tant qu'artiste, il a vécu ça, il a vécu ce truc de j'ai envie de tuer et il a vécu après la mort de Gwen Stacy. La meilleure mort, je trouve, d'un film Spider-Man, c'était la plus touchante. Elle est tellement poignante émotionnellement parlant. Tu finis le film, t'es presque, je te dis, mais c'est pas possible, ils l'ont vraiment fait. Quand il a ce fameux discours là à un moment j'ai arrêté de retenir mes coups et j'ai pas envie que tu deviennes comme ça, cette vision noire de Spider-Man, ça montrait l'impact que ça a eu, la mort de sa petite amie à lui. Et oui, parce que si vous ne savez pas, Spider-Man en fait il retient ses coups à chaque combat, parce qu'en réalité il pourrait assommer, même tuer quelqu'un du premier coup en fait, mais il le fait pas. D'ailleurs j'aimerais bien voir un The Amazing Spider-Man 3 où on voit Andrew Garfield ne pas retenir ses coups, où vraiment il est violent, brut. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai vu sur Twitter, il y a des gens qui mettaient en hashtag Make a Task 3, mais donc en français faites un The Amazing Spider-Man 3. J'espère que ça se fera honnêtement. Par contre j'aimerais pas que ça se fasse un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire parce que son ère est terminée. Il a pas besoin d'un 4e film et j'ai peur que ça ruinerait tout, alors que le Spider-Man d'Andrew Garfield, il a besoin d'un 3e film. On peut pas nous laisser sur un Spider-Man qui est brisé complètement. D'ailleurs, je l'ai pas évoqué, mais il y a aussi la réapparition de J. Jonah Jameson qui était déjà là dans les premiers Spider-Man donc 1, 2 et 3. C'est sympathique honnêtement, quand tu le vois, t'as la banane. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'expression comme il a pu le faire dans le 1 et 2 et 3 où là il est vraiment dans la punchline à chaque phrase. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus comme ça, mais c'est dommage, j'aurais pu peut-être faire un petit peu mieux avec le personnage, mais déjà le fait qu'il revienne, c'est déjà pas mal honnêtement. Hein. Après, il y a quand même la scène du labo où, d'ailleurs, c'est là où ils ont fait le truc du pointing meme, là. Ils l'ont aussi refait après à la scène de l'échafaudage où ils disent Peter 1, Peter 2, non, Peter 3. Ils sont comme ça, c'était une belle référence. D'ailleurs, c'est même Andrew Garfield qui a proposé ça, donc merci Andrew Garfield, je t'aime. Ouais, du coup, je disais, la scène du labo, c'est une scène qui est cool. On avait envie de voir une scène un peu calme où vraiment ils peuvent discuter entre eux, où c'est le calme avant la tempête, en fait. Par contre, le fait qu'ils arrivent à retrouver des sérums en 2-2 avec des potions, tu sais pas d'où ça sort, avec des éléments chimiques, aucune idée d'où ça vient, c'est pas expliqué. Apparemment, ils arrivent à créer des sérums normaux dans un labo. Après, comme il le dit, ça fait quelques années qu'ils travaillent dessus. Même si d'ailleurs je comprends pas pourquoi ça fait plusieurs années qu'ils travaillent dessus, puisque dans leur univers, par exemple, le bouffon vert, il est mort. Donc pourquoi tu travailles sur un sérum sur quelqu'un qui est mort? Ça sert à rien. Mais ça fait avancer l'histoire, voilà, on va pas non plus tout critiquer. D'ailleurs, il y avait une scène marrante à ce moment-là, c'est quand Ned, il demande à Tobey Maguire, ouais, est-ce que toi aussi t'es un meilleur ami? Il lui dit, ouais,
j'en avais un. Il est mort en essayant de me tuer. Et du coup, Ned, il est un peu en mode... Et on voit Andrew Garfield dans le front, il est comme ça. Oh merde. Ça, c'était plutôt marrant. En plus, après, d'ailleurs, dans les comics, Ned, c'est un super vilain. Hein. Et du coup, peut-être que ça amène à ce que plus tard soit un super vilain, on sait pas. Je pense que le Marvel a vraiment posé ça là en mode, hop là, si on veut le piocher plus tard, on peut. Mais pourquoi pas un Ned super vilain plus tard, je serais même pas con, je serais même plutôt pour, honnêtement. Ça redonnerait vie un petit peu à ce personnage. Parce que Ned, c'est pas un personnage de fou. Je trouve que MJ est meilleur. Ned, c'est le meilleur ami, mais c'est pas non plus le meilleur personnage, quoi. Hein, on va pas se mentir. C'est vrai que les dialogues entre les trois Spider-Man, ils font rêver, hein, notamment, encore une fois, sur le toit, dans le labo, là où ils sont dans l'échafaudage. D'ailleurs, j'ai adoré le moment où ils sont en train de parler des méchants et qui sont tous affrontés. Tobey Maguire qui décrit Venom comme un alien gluant, je crois, noir, un truc du genre. C'était cool ce moment où vraiment ils parlaient entre Spider-Man en racontant un petit peu leur vie, comment ça se passe, les méchants qu'ils ont pu affronter. Et puis après, il y avait aussi une scène marrante juste avant le combat final quand Tobey Maguire il dit qu'il a mal au dos avec son fameux My Back. D'ailleurs, ça vient je crois, de Spider-Man 2. Ouais, ça vient de Spider-Man 2 où en gros il se pète littéralement la colonne vertébrale en sautant d'un toit. Et Andrew Garfield qui essaie d'aider son mal de dos là, c'était plutôt marrant honnêtement. Il y a des scènes comme ça qui sont cool dans ce film, qui sont marrantes et dont c'est devenu des mèmes, hein, ce truc là où il lui remet le dos en place, c'est devenu un mème. Le moment où Andrew Garfield il revient, c'est devenu un mème, enfin qui réapparaît avec le portail là, c'est devenu un mème. C'est vrai qu'Andrew Garfield il est plutôt bien utilisé dans ce film et on voit vraiment ce qu'est qu'un bon Andrew Garfield dans un bon Spider-Man. Et enfin, il a eu sa rédemption, entre guillemets, en sauvant MJ. Cette scène, elle est marquante quand même. Dans le trailer, on avait vu MJ tomber et on se disait, est-ce que ça va se passer ou pas? Est-ce que soit elle va mourir, soit elle se fait rattraper par Tom Holland, soit elle se fait rattraper par Andrew Garfield, mais il n'y a pas d'autre option parmi les trois, c'est pas possible. Et quand tu vois Tom Holland y aller au départ, tu te dis, ça fait chier comme si c'est lui qui le sauve. Et après, il y a le truc du bouffon vert qui l'emmène, je sais même pas où, il l'emmène à 2 km à côté. Et après, il y a Andrew Garfield qui voit cette scène et directement, tu vois la peur dans ses yeux et tu vois, il est en mode faut pas que ça se reproduise, j'ai pas le droit, je peux pas me permettre de reproduire l'erreur que j'ai fait. Et quand il la sauve, je pense que ceux qui étaient au cinéma peuvent témoigner, tout le monde a applaudi, tout le monde était content, enfin. Et durant cette scène, ton cœur il se serre, tu espères qu'il va la sauver et quand il le fait, la pression se relâche et il a eu sa rédemption et tu vois son magnifique jeu d'acteur encore une fois. D'ailleurs, si vous aimez bien Andrew Garfield, je vous conseille le film Tic Tic Boom qui retrace la vie d'un compositeur musical. Je vous laisse aller le voir, voilà, je dépose ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. On va quand même parler de la scène finale où vraiment là c'est de la badassitude sur de la badassitude. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a aussi fait marrer, c'est quand j'y pense comme ça, voilà, c'est des idées en vrac que j'ai. C'est quand Tom Holland il dit je vais pas me la péter, hein. Mais j'ai quand même fait partie des Avengers. Et Tobey Maguire qui est en mode c'est super. C'est quoi ça? C'est marrant parce que sur Twitter j'ai vu on le surnommait Bully Maguire. Et bon, en tout cas, le combat final là, avec la statue de la liberté, notamment d'ailleurs le bouclier de Captain America, là, en grand, comme un symbole, c'est fort de voir ça dans le MCU. J'espère qu'il y en aura d'autres, des symboles un petit peu comme ça, parce que là, c'est quand même un monument qui est historique. Hein. Et c'est cool de voir que les événements ont vraiment un impact sur la vie de tous les jours des citoyens, et qu'un monument historique comme ça puisse avoir son effigie de Captain America avec son bouclier. Mais ouais, en tout cas, cette scène de la Statue de la Liberté, elle est vraiment sympathique. La scène là où ils sont posés avec la musique épique derrière. Mais ouais, c'est vrai que c'était quand même vraiment stylé cette scène. D'ailleurs, je crois qu'on avait même la bande son de la fameuse musique là de Spider-Man de Tobey Maguire. Elle est vraiment épique cette chanson, c'est vraiment la meilleure de tous les films. Je pense qu'on avait besoin aussi d'avoir les trois Spider-Man réunis pour faire grandir Tom Holland dans son interprétation de Spider-Man, dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente surtout. Et on voit vraiment son évolution au fur et à mesure du film. Et c'est touchant. En tout cas, ouais, du coup, cette scène, elle est vraiment épique. De tous les points de vue, on avait besoin, je pense, de voir les trois Spider-Man réunis en tant que grand fan de Spider-Man. C'était bête d'avoir le multivers, d'avoir les films Spider-Man et de rien en faire.
comme si rien n'existait. Et donc ça veut quand même dire que le film de Tobey Maguire, c'est le premier du MCU. Ah, et Spider-Man 1 est donc le premier film du MCU techniquement. Hein. Et puis cette scène-là à la fin, où Tom Holland il est parti pour tuer le bouffon vert, mais vraiment avec un regard encore une fois qui est noir. Les scènes de combat dans ce film, elles sont violentes. Et ça fait du bien, Marvel. Allez-y, n'hésitez pas à arrêter avec vos trucs d'enfants là. Parce qu'on se rend pas compte, mais en fait, on a grandi avec Marvel. Les gens là qui avaient 12 ans quand le MCU a commencé, aujourd'hui ils sont 22. Ils ont grandi et peut-être qu'ils peuvent un petit peu se DCiser, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, mais se rendre un petit peu plus violent à la DC Comics, avec des thématiques et des sujets graves, où ça nous impacte. Il avait déjà commencé avec Avengers Infinity War, et il faut que ça se reproduise comme ça, je pense. Mais ouais, là, la scène où il est prêt à le tuer, et là, il y a Tobey Maguire qui arrive pour lui dire non, parce que c'est pas ça que fait un Spider-Man. Un Spider-Man ne tue pas, il redonne espoir. Et cette fin où Spider-Man, il arrive à Doctor Strange, et il lui dit juste, vas-y, fais-nous tous nous oublier. Waouh! C'était fort, mais vraiment. Doctor Strange qui, on voit dans ses yeux, où il se dit qu'il a peut-être été un petit peu trop dur avec ce gamin, parce que c'est qu'un gamin en fait, Spider-Man. Il n'a pas l'expérience d'un Tony Stark, il n'a pas la maturité d'un Captain America. Et il doit vivre tout ça, il se dit, peut-être que j'en ai fait un peu trop. Et je trouvais ça marrant d'ailleurs, comment Andrew Garfield et Tobey Maguire, ils se cachent du film, ils sont comme ça. Je les voyais pas se casser autrement, honnêtement. Ils se sont cassés comme ça, c'était cool, voilà. S'ils s'étaient cassés en mode pose de Spider-Man, ça aurait fait beaucoup trop cliché, là c'était sympathique. Et puis aussi à la fin, avant les scènes post-génériques, le nouveau costume de Spider-Man, un Spider-Man qui désormais est seul. Il a pas d'amis, il a pas de tante May, il a pas de mentor, il a plus personne, il est seul. Et il est même seul par choix parce qu'il aurait pu aller, il allait dans le café là où travaille MJ et il a décidé de rien lui dire pour sûrement la sauver et tout. Un vrai choix de super-héros enfin, bordel. Et du coup, on a enfin ce fameux costume bleu et rouge dans Spider-Man où c'est le costume qui ressemble le plus à ceux des comics. Et c'est trop bien cette précision qu'ils ont. Il fallait une trilogie pour que ça arrive, ce costume, et bah, c'est enfin arrivé. C'est posé là. Du coup, plus personne ne sait que Peter Parker est Spider-Man. Et d'ailleurs, plus personne ne connaît Peter Parker. Mais les gens connaissent encore Spider-Man, donc ça serait intéressant de voir un petit peu l'interaction qu'il pourrait avoir avec des super-héros, d'autres super-héros. Peut-être une interaction future avec Doctor Strange pour voir un petit peu comment est-ce qu'il pourrait s'y faire. Et puis... par contre, les scènes post-génériques, je vais pas parler de Doctor Strange Multiverse of Madness parce que c'est carrément un thriller. Mais la scène de Venom, putain, mais faites mieux les gars. Non mais vraiment quoi. Enfin, c'est Venom, il arrive dans un autre univers. Faites un truc avec quoi. Le rendez pas bourré comme une merde là qu'il est. Comme ça, bordel. Il vaut mieux. C'est Venom. C'est Tom Hardy. C'est pas rien. Il arrive, il est bourré, il fait des vannes de merde là. Mais ce qui est cool, c'est que il dépose un petit morceau de Venom avant de partir un petit peu morceau de symbiote. C'est déposé là dans le MCU. C'est soit ils en font quelque chose, soit ils en font rien du tout. J'espère quand même qu'ils vont en faire quelque chose, mais ça veut quand même dire, je pense, à l'avenir que Tom Holland, Spider-Man, Peter Parker est amené à peut-être porter ce fameux costume de Venom. J'espère que ça se fera. En plus, je crois avoir lu que Tom Holland a re-signé pour 3 films Spider-Man. Ça fait du bien. Alors, conclusion, parce qu'il en faut quand même une. Je sais pas combien de temps a duré cette vidéo, mais là, je vois qu'il a duré 42 minutes pour moi, c'est qui est beaucoup trop. J'ai beaucoup trop blablaté. Mais en même temps, c'est un film Spider-Man, c'est le film de l'année 2021. Est-ce qu'il répond à ses attentes? Bien évidemment, avec des caméos extraordinaires de Daredevil, avec un Doctor Strange. Ils auraient pu faire mieux, mais il est quand même pas mal quand il est là. Avec les 3 Spider-Man. C'est même pas la cerise sur le gâteau, c'est la crème sur le gâteau, c'est l'emballage autour, c'est de l'anniversaire, c'est les feux d'artifice, j'ai envie de vous dire. Oui, ce film il répond bien évidemment aux critères qu'on en veut. On a eu de l'émotion, on est passé par toutes les émotions, que ce soit la colère, le dégoût, la tristesse, la joie, l'excitation, la peur. Pouah, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un bon film comme ça, Marvel en fin d'année. Bordel.
Bordel, c'est ma conclusion. Non, mais plus sérieusement, enfin, bordel. Ce serait intéressant de voir un petit peu les prochains méchants qu'il va pouvoir affronter. Et en fait, cette trilogie-là, pour l'instant, de Spider-Man, cette évolution, en fait, ça nous montre surtout que Spider-Man, c'est pas que un héros. Spider-Man, c'est pas que un costume, un masque. Spider-Man, c'est tout un univers, c'est tout un truc en lui-même. C'est quelqu'un qui, lors des situations difficiles, il va utiliser les vannes. Quand il va mal, il va faire des blagues, il va essayer de faire de son mieux. Et surtout, quand plus personne ne croit en quoi que ce soit, quand l'espoir il est mort, c'est lui qui apporte l'espoir. Et c'est ça que veut montrer Spider-Man, c'est qu'on peut tous être Spider-Man en fait. On n'a pas besoin d'un masque, d'un costume pour l'être. On a juste besoin d'incarner les valeurs d'un Spider-Man. Parce que c'est ça, Spider-Man. C'est quelqu'un qui, malgré tout, croit et essaye. Quand tout le monde dit que les méchants ne changeront jamais, quand tout le monde dit qu'il faut mieux les remettre dans leur univers et les tuer, lui, il essaye. Il essaye de les rendre gentils parce qu'il croit en lui. C'est quelqu'un de profondément gentil. Et surtout parce qu'il a comme un besoin de le faire. Il a un pouvoir de le faire et donc il le fait parce qu'en fait c'est ce qu'il doit faire. Donc en fait au final on peut tous être des Spider-Man au quotidien. Et j'ai même envie de rajouter un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, tout le tralala habituel, vous le savez. C'était une vidéo un petit peu longue je pense. Peut-être que j'en referai sur d'autres films, mais ça sera occasionnel ce genre de vidéo, voilà. J'espère que vous l'avez apprécié encore une fois. Ça m'a fait du bien de faire cette vidéo en tant que fan de Spider-Man. J'avais envie de la faire et tout simplement, j'espère qu'à l'avenir, le MCU saura nous satisfaire à ce point-là. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis tout simplement salut, salut.